millionnaire sans cœur chasse sa femme de chez lui parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. 7 ans plus tard, il est choqué de voir son ex-femme avec des jumeaux qui lui ressemblent trait pour trait. Le domaine Wharton était enveloppé d'un silence étrange, non pas apaisant, mais oppressant. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le salon rythmait les minutes qui s'écoulaient, comme un juge prononçant une sentence. Keith Wharton était assis dans la bibliothèque, ses larges épaules voûtées, fixant un verre de bourbon intact posé sur le bureau en acajou devant lui. Le feu dans l'âtre crépitait doucement, sa chaleur n'atteignant pas le nœud glacé qui se resserrait dans sa poitrine. Les paroles de sa mère, ce matin-là, résonnaient encore dans son esprit, tranchantes et inflexibles. « Elle est stérile, Keith. Tu comprends ce que cela signifie pour cette famille, pour le nom Wharton? Il est temps de mettre fin à cette mascarade, avant qu'elle ne te coûte tout. Absolument tout. » Kimberly Wharton, noble et inflexible, se tenait devant lui comme une statue taillée dans la glace. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'en avait jamais besoin. Ses mots tranchaient l'air avec une précision chirurgicale, fait pour couper, non blesser. « Tu es désormais le chef de cette famille, » poursuivit-elle, chaque syllabe pesée. Un Wharton ne s'accroche pas à un poids mort, surtout pas à une fille venue de nulle part, sans lignée, sans relation, sans héritier. La mâchoire de Keith se contracta. « Michelle est ma femme. » Kimberly avait agité nonchalamment sa main parfaitement manucurée, son bracelet en diamant captant la lumière du matin. Et cela fait 3 ans qu'elle a eu la chance de remplir son rôle. Toujours pas un seul enfant. Combien de temps comptes-tu encore laisser cela continuer avant que cela ne te ruine, toi et nous tous? Keith sentait le poids des attentes maternelles l'écraser comme un étau. Il serra les poings jusqu'à en blanchir les jointures, mais le tremblement de ses mains le trahissait. Michelle fredonnait doucement en pliant le linge dans le petit salon. Le soleil filtrait à travers la grande baie vitrée. Les notes douces de sa voix emplissaient l'espace, tissant une fragile paix dans le tissu de la journée. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, son expression s'adoucissant. Keith allait bientôt rentrer. Ses mains bougeaient de manière rythmée, mais son esprit vagabondait. Elle pensait à la manière dont Keith lui souriait autrefois, les yeux plissés de joie, comme s'il ne pouvait contenir son bonheur. Dernièrement, ce sourire s'était fait rare, remplacé par une tension qu'elle ne savait apaiser. Le poids de leurs échecs non dits, en particulier les siens, planait entre eux comme un spectre. La porte grinça en s'ouvrant, et les pas de Keith résonnèrent dans le couloir. Elle leva les yeux, le cœur battant entre soulagement et appréhension. Il hésita dans l'encadrement de la porte, sa silhouette éclairée par la faible lumière du couloir. « Tu es rentré tôt, » dit Michelle sur un ton léger mais teinté de nervosité. Elle posa la chemise qu'elle était en train de plier et s'essuya les mains sur son tablier. « Je pensais que nous pourrions. » Michelle, sa voix basse, presque un murmure, la coupa net. Elle se figea, son sourire vacillant. Keith entra dans la pièce, son regard fuyant, fixé au sol, comme s'il ne pouvait soutenir le sien. Ses mains agrippèrent le dossier d'une chaise. Le silence s'étira entre eux, l'air chargé de mots non prononcés. « J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, la voix tendue. À nous. » Ses sourcils se froncèrent. Elle fit un pas vers lui. « Keith, qu'est-ce qui ne va pas ?» La tendresse dans sa voix, autrefois un ancrage pour lui, le transperça désormais de culpabilité. Il se força à la regarder, à observer ses traits délicats, la manière dont ses cheveux retombaient doucement sur ses épaules, ses yeux pleins d'inquiétude. Je pense que nous devrions nous séparer. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence fragile de la pièce. Un instant, Michelle ne bougea pas, ne respira pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. « Quoi ?» souffla-t-elle enfin, la voix brisée. « Pourquoi tu dis ça ?» La gorge de Keith se noua. Il peinait à lui dire la vérité, comprenant que l'ultimatum de sa mère l'avait poussé à agir, et que son amour pour Michelle ne suffisait pas à contrer le poids du nom Wharton. Alors, il s'appuya sur le mensonge qu'il avait préparé, bien qu'il lui brûle la langue. « Ça ne marche pas, Michelle. Cela fait 3 ans, et nous ne construisons pas la vie que nous espérions. » Ses yeux se remplirent de larmes, qu'elle refusa de laisser couler. « Keith, on peut arranger ça. On peut. »
Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réparer, l'interrompit-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. C'est terminé. Le souffle de Michel se coupa. Elle recula comme s'il l'avait giflée. Sa main se porta instinctivement à son ventre, cet endroit où la vie ne s'était jamais installée. Ce geste fit mal à Keith, mais il ne tendit pas la main vers elle. L'horloge sonna doucement, rappel cruel que le temps s'échappait. Michel prit enfin la parole d'une voix tremblante. « C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Parce que je... » « Non, dit-il rapidement, trop rapidement. C'est juste ce qu'il faut faire. » Elle resta là, frêle mais droite. « Si tu t'éloignes de moi, Keith, je ne crois pas que je te pardonnerai un jour. » Keith avala difficilement, le poids de ses paroles s'abattant sur lui. Mais il se détourna, ses pas lourds quittant la pièce. Le bruit de la porte qui se referma résonna dans toute la maison, comme la dernière note d'une marche funèbre. Dans le silence qui suivit, Michel s'effondra sur la chaise que Keith avait agrippée quelques instants plus tôt. La chaleur de son toucher semblait encore imprégnée dans le bois, souvenir cruel de ce qu'elle avait perdu. La tempête à l'extérieur du domaine Wharton reflétait le chaos dans le cœur de Michel. La pluie fouettait les hautes fenêtres, traçant sur les vitres des traînées semblables à des larmes. Elle se tenait là, sa petite valise à ses pieds, les doigts tremblants serrés autour de la poignée. Keith était assis au bord de l'escalier, le dos droit, comme si la rampe derrière lui était son seul soutien. Il évitait son regard, fixant un point au-delà de son épaule, les mains jointes sur ses genoux, les jointures blanches. « Keith !» Sa voix se brisa, douce et nue. « Dis-moi juste pourquoi. » Sa mâchoire se contracta, infime mouvement révélant la tension qui l'habitait. Il ne répondit pas. « 3 ans, Keith, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. 3 ans de mariage. Tu m'avais promis que rien ne nous séparerait. Tu te tenais juste là, dit-elle en désignant la grande arche où il s'était juré fidélité, et tu m'as dit qu'on affronterait toutes les tempêtes ensemble. Et maintenant ?» Sa voix se brisa sous le poids du chagrin. « Et maintenant tu me demandes de partir. »« C'est mieux comme ça, murmura-t-il, refusant toujours de croiser son regard. Sa voix, sèche et froide, la gifla. « Mieux pour qui ?» souffla-t-elle, le souffle saccadé. « Pour ta mère, pour ton héritage, et nous, Keith, et moi ?» Quand enfin il leva les yeux vers elle, la dureté de son regard ne fit qu'accentuer l'impact de ses mots. « Ce n'est pas à cause des autres, Michel, c'est ce qu'il faut faire. » Michel recula d'un pas, la poitrine oppressée, comme si l'air lui manquait. Elle scruta son visage, cherchant désespérément une trace de l'homme qu'elle avait aimé, celui qui la faisait rire jusqu'aux larmes, celui qui tenait sa main comme si c'était la chose la plus sacrée du monde. Mais il n'était plus là, enseveli sous le poids d'attente qu'elle ne pouvait l'affronter. « Juste !» répéta-t-elle, le mot chargé d'amertume. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait sa valise, plus lourde qu'elle ne l'aurait cru. « Si c'est ça que tu appelles faire ce qui est juste, alors tu as perdu bien plus que moi. » Ses talons claquèrent sur le marbre poli tandis qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle s'arrêta, se retournant une dernière fois. Son regard s'attarda sur l'homme à qui elle avait tout donné. Sa voix, douce mais résolue, « Tu le regretteras. » Lorsqu'elle sortit, la pluie l'accueillit d'une gifle glaciale. Son gilet fin ne la protégeait guère contre les éléments. Le vent fouettait ses joues, la faisant frissonner. Sa valise cognait contre ses jambes alors qu'elle descendait l'allée. Le grand domaine Wharton se dressait derrière elle comme une coquille vide. Michel ne se retourna pas. Le train entra dans les limites de la ville de Chicago, ses roues fredonnant une mélodie qui semblait faire écho à ses pensées. Michel regardait par la fenêtre, son reflet flouté par la pluie sur la vitre. La silhouette imposante de la ville se dessinait à l'horizon, sombre contre le ciel couvert. Ses doigts se crispèrent sur la sangle de son sac, le poids de la petite vie qu'elle avait emballée pesant dans sa paume. C'était tout ce qui lui restait. Quelques vêtements, une vieille photo de leur mariage, glissée dans la poche d'un manteau qu'elle ne pouvait plus porter, et une douleur croissante dans sa poitrine. Le train entra en gare dans un gémissement métallique. Les passagers s'agitaient autour d'elle, frôlant les pastels dans un tourbillon de parapluies et de pas pressés. Michel resta assise un instant, le souffle court, le pouls battant à ses oreilles. « Madame,
dit poliment à un contrôleur, la tirant de ses pensées. C'est le terminus. Elle hocha la tête rapidement, se levant sur des jambes vacillantes. Le quai était froid et humide, l'air saturé de l'odeur du béton mouillé et de la légère âcreté du diesel. Elle suivit la foule en direction de la ville, ses pas incertains mais déterminés. Michel erra dans les rues inconnues de Chicago, le poids de sa solitude pesant à chaque pas. Les immeubles gigantesques semblaient l'engloutir, leurs ombres la plongeant dans une mer d'étrangers. D'une main tremblante, elle trouva un hôtel modeste dans une rue plus calme et paya une semaine d'avance. La chambre était petite, les murs d'un beige passé, mais il y faisait chaud et sec. Elle laissa tomber sa valise au pied du lit et s'effondra sur le matelas, la tête entre les mains. Les larmes vinrent lentement, d'abord, puis en une seule vague. Son corps tremblait sous la force de ses sanglots. L'immensité de ce qu'elle avait perdu l'envahit, la noyant dans une mer de chagrin et d'épuisement. Mais à mesure que la nuit avançait, un étrange calme s'installa en elle. Ses larmes séchèrent, ne laissant qu'un tremblement léger dans sa poitrine. Elle s'allongea sur le lit, fixant le plafond fissuré, sa respiration s'apaisant. « Demain, pensa-t-elle, demain je trouverai une solution. » Dehors, la ville bourdonnait de vie, son cœur battant fort et sans relâche. Pour la première fois depuis des semaines, Michel ferma les yeux, s'agrippant à la plus petite étincelle de résilience. Elle était encore là, et pour l'instant, c'était suffisant. Michel se réveilla avec une douleur sourde aux tempes, le léger bourdonnement des bruits de la ville traversant les murs aussi fins que du papier de l'hôtel. La lumière du soleil, filtrée à travers les rideaux délavés, agressait ses yeux gonflés. Elle s'assit lentement, le corps lourd, l'esprit encore plus pesant. L'orage de la veille, tant météorologique qu'émotionnel, vibrait encore dans ses os. Elle balança les jambes hors du lit, posant les pieds sur le sol froid. Le miroir au-dessus de la commode reflétait une femme qu'elle reconnaissait à peine. Des yeux vides, des cheveux en bataille, un teint pâle qui la faisait ressembler à un fantôme. Mais alors qu'elle se regardait, quelque chose vacilla dans son regard. Une trace de défi, faible mais bien là. Elle enfila son cardigan et décida de faire le premier pas vers la reconstruction de sa vie. Les nausées apparurent une semaine plus tard. Elles ne furent pas soudaines, mais fréquentes, des vagues de malaise remontant chaque matin. Au début, Michel les attribua au stress ou au fait qu'elle ne se nourrissait plus que de crackers et de thé d'un petit dîner à proximité. Mais les vertiges persistants, une pensée s'immisça dans son esprit, une pensée qu'elle avait trop peur de nommer. La confirmation vint sous la forme de la voix douce d'un médecin. « Mademoiselle, vous êtes enceinte. En fait, vous attendez des jumeaux. » Michel se figea, ses mains agrippant les bords de la chaise comme si le sol se dérobait sous elle. La petite pièce stérile sembla soudain trop lumineuse, trop étroite. Elle ne répondit pas tout de suite, laissant les mots du médecin s'installer comme des ondes à la surface d'un étang. Des jumeaux. Le mot semblait irréel, à la fois un cadeau et un fardeau. « Ça va, mademoiselle ?» demanda le médecin avec douceur, les sourcils froncés par l'inquiétude. Elle hocha lentement la tête, la gorge nouée. « Oui, » murmura-t-elle. « J'ai juste besoin d'un moment. » Elle sortit de la clinique, serrant dans sa main la fine feuille de papier indiquant la date prévue de l'accouchement et les recommandations médicales. Le vent glacial de janvier fouettait son visage, mais Michel ne le sentait presque pas. La peur, la joie et une volonté farouche bouillonnaient en elle. Elle s'arrêta dans un parc, trouva un banc couvert de neige, s'y assit et traça du doigt les lettres imprimées sur le papier. Son souffle formait des nuages dans l'air gelé. Le visage de Keith surgit dans son esprit, son détachement glacial, ses paroles tranchantes. Il ne saurait jamais. Il avait renoncé à ce droit. Pour ses enfants à naître, elle se jura que le nom Warburton et tout ce qu'il représentait ne les toucherait jamais. Michel se lança corps et âme dans la construction d'une nouvelle vie. Elle trouva un petit appartement en périphérie de Chicago, juste assez grand pour un berceau quand le moment viendrait. L'immeuble était ancien, les murs si fins qu'on entendait les disputes des voisins, mais c'était chez elle. Elle travailla dans un café local, des journées longues qui laissaient ses pieds douloureux, mais son portefeuille un peu moins vide. C'est là qu'elle rencontra Andrew, un client régulier au sourire bienveillant,
qui laissait toujours un bon pourboire et lui demandait comment elle allait. Elle restait polie, mais distante, concentrée sur sa survie et sur les vies qui grandissaient en elle. Au 3e trimestre, son ventre était rond et lourd, ses mouvements ralentis. Le soir, elle tricotait de petits pulls qu'elle espérait assez chauds pour les hivers de Chicago. Cette routine simple, méthodique, l'apaisait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. L'accouchement débuta aux premières heures d'un matin froid d'avril. Michel se réveilla en sursaut, le souffle coupé par une douleur fulgurante. Les heures suivantes furent un flou de contractions violentes, d'une course en taxi jusqu'à l'hôpital et de l'odeur antiseptique de la salle d'accouchement. « Poussez, Michel », encouragea l'infirmière d'une voix ferme. « Vous y êtes presque. » Michel serra les dents, les larmes coulant sur ses joues et poussa une dernière fois. Le cri perçant d'un bébé emplit la pièce, puis un autre. Un son rare, bouleversant de vie. Elle s'effondra contre les oreillers, le torse haletant, tandis que l'infirmière déposait 2 petits paquets emmaillotés dans ses bras. 2 visages identiques la regardaient, leurs traits minuscules et délicats, Carl et Oliver. Elle avait choisi les prénoms dans le silence de son appartement, bien avant cet instant, et maintenant qu'elle les voyait, ils lui semblaient parfaits. Elle traça un doigt sur la joue de Carl, puis sur celle d'Oliver. Des larmes remplirent ses yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la douleur. Elles étaient nées d'un amour si immense qu'il lui serra la poitrine. « Je vous protégerai », murmura-t-elle, la voix tremblante, « quoi qu'il arrive. » De retour à l'appartement 1 semaine plus tard, tous 3 trouvèrent un rythme. Ce n'était pas facile. Nuits sans sommeil, biberons à préparer sans fin et l'épuisement constant. Mais Michel persévérait. Les rires de ses fils, même balbutiants, devinrent son encre. Chaque nuit, en les serrant contre elle, elle murmurait la même promesse. « Vous ne connaîtrez jamais la douleur que j'ai connue. Vous grandirez libre de tout cela. » Son amour pour Carl et Oliver devint sa raison d'être, sa force, sa rédemption. Et en leur présence, elle commença à se sentir complète à nouveau. Le mariage de Keith Warburton avec Sienna Montgomery fut une affaire fastueuse, largement couverte dans les pages de la presse mondaine. Les photos montraient un couple magnifique. Keith, dans un smoking parfaitement taillé, et Sienna, rayonnante dans sa robe de créateur. On y voyait aussi Lydia, droite comme une statue, l'expression figée. On ne parlait pas de Michel, elle n'existait plus dans cet univers-là. Pourtant, de l'autre côté de la ville, dans un modeste appartement, 2 petits garçons aux boucles dorées jouaient dans le salon, riant à gorge déployée. Et leur mère, les observant depuis la cuisine, souriait, un mélange de tendresse et de mélancolie dans les yeux. Elle savait que tôt ou tard, elle devrait leur raconter, leur dire la vérité. Pas tout de suite, pas quand ils étaient si jeunes, si innocents. Mais un jour, ils demanderaient « Papa et tout ?» Et elle devrait répondre. Michel choisit de leur apprendre d'abord ce que voulait dire le mot « famille », non pas un nom ou un titre, mais un lien de cœur, de soin, de présence. Et elle se promit que ce qu'il perdrait en héritage matériel, il le gagnerait en amour sincère, en honnêteté, en chaleur humaine. Les années passèrent. Carl et Oliver grandirent, curieux, intelligents et incroyablement soudés. Michel trouva un emploi à temps plein dans une maison d'édition locale, corrigeant des manuscrits la nuit, tout en s'occupant de ses fils avec dévotion. Elle n'était jamais riche, mais elle n'était jamais seule. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque moment de fièvre partagé ou de victoire à l'école renforçait leur petit cocon familial. Puis un jour, alors que les jumeaux avaient 6 ans, Michel reçut une lettre à l'enveloppe épaisse, à l'écriture formelle. Elle hésita à l'ouvrir. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet juridique à Manhattan. Ses mains tremblaient lorsqu'elle brisa le sceau. Madame Michelle Evans, ceci est pour vous notifier qu'à la suite du décès de Madame Lydia Warburton, une disposition a été prise concernant les bénéficiaires directs. Vous êtes mentionné dans son testament. Une rencontre avec son exécuteur testamentaire est demandée. Michel s'effondra sur une chaise, incapable de respirer. Lydia, morte. Et elle, mentionnée dans son testament, pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années de silence? Elle regarda ses fils qui jouaient avec des blocs de construction au sol, inconscients du monde cruel et complexe des adultes.
Elle savait que son passé venait de frapper à la porte. Mais elle savait aussi que désormais, elle était prête. Non plus la jeune femme effrayée qui avait fui dans le train, mais une mère forte, capable de faire face. Elle plia la lettre, la rangea dans un tiroir, puis rejoignit ses garçons sur le tapis. « Maman ?» demanda Karl, les yeux levés vers elle. « Tu joues avec nous ?» Elle sourit doucement, balayant d'un regard les blocs colorés éparpillés, puis s'assit à côté d'eux. « Bien sûr, mon cœur, toujours. » Et dans ce moment suspendu entre passé et avenir, elle choisit l'essentiel, l'amour présent, vivant, indestructible. Et dans l'ombre de sa vie dorée, le souvenir de Michel brûlait comme une flamme silencieuse, un rappel de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il ne pourrait jamais retrouver. Le petit café, près de l'agitation du centre-ville de Chicago, était devenu le second foyer de Michel. Ses tables ébréchées et ses chaises dépareillées étaient loin d'être glamour, mais le rythme régulier du travail lui procurait un sentiment de contrôle. Derrière le comptoir, le sifflement de la machine à expresso se mêlait au murmure des conversations tranquilles, parfois entrecoupées d'un rire de clients. C'était un matin comme tant d'autres, lorsque Andrew entra pour la première fois. Michel était à la caisse, une tache de farine sur son tablier, souvenir de la préparation des pâtisseries. Elle leva à peine les yeux, alors que l'homme grand, vêtu d'un manteau bleu marine, passait sa commande. « Juste un café noir, s'il vous plaît », dit-il d'une voix chaude mais directe. Michel acquiesça, entrant la commande sur l'ancienne caisse enregistreuse. Elle leva les yeux en lui rendant la monnaie, croisant un léger sourire, plus sincère que la plupart. « Merci », ajouta-t-il, ses yeux noisettes s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. Michel répondit d'un hochement de tête poli, puis tourna son attention vers le client suivant. Andrew s'installa près de la fenêtre, sortant un petit carnet, pendant que la vapeur de son café s'élevait en volute. Leurs chemins se croisèrent à nouveau une semaine plus tard, cette fois dans des circonstances moins banales. Michel était au parc avec Karl et Oliver. Les jumeaux riaient en se poursuivant dans l'herbe humide. Un cri perçant brisa la paix. Karl venait de trébucher, tombant face contre terre. « Karl !» s'écria Michel, courant vers lui et le prenant dans ses bras. Une petite coupure sur son genou saignait légèrement, et ses sanglots devinrent plus forts. La panique monta dans la poitrine de Michel. Elle n'avait qu'un mouchoir dans sa poche et aucune idée de comment nettoyer correctement la blessure. « Tenez », dit une voix familière. Elle se retourna pour voir Andrew accourir, une petite trousse de premier secours à la main. Il s'agenouilla, son manteau frôlant le sol, et ouvrit la trousse avec aisance. « Je suis médecin », expliqua-t-il brièvement en sortant une lingette antiseptique. « Je peux ?» Michel hésita, puis acquiesça. Andrew nettoya la plaie avec une précision douce, murmurant à Karl pour le distraire. « Voilà, c'est fini », dit-il en posant un pansement. Les sanglots de Karl s'étaient changés en hoquets. Son visage mouillé de larmes observait Andrew avec curiosité. « Merci », murmura Michel, sa voix teintée de gratitude et d'épuisement. Andrew se releva, époussetant ses genoux. « Ce n'est rien. Je travaille à la clinique juste au bout de la rue. Je vois des petits comme lui tous les jours. » Au fil des semaines suivantes, la présence d'Andrew devint une constante discrète dans la vie de Michel. Il passait régulièrement au café, parfois avec un livre sous le bras, d'autres fois avec un petit cadeau pour les garçons, des livres de coloriage, des voitures miniatures, des objets qu'il prétendait avoir trouvés par hasard. Michel se surprenait à lui parler davantage. Leur conversation était légère, sans prétention. Il parlait des hivers à Chicago, des meilleurs cafés de la ville, et du chaos quotidien que représentait l'éducation de 2 enfants en bas âge. Andrew écoutait plus qu'il ne parlait, ses questions toujours pertinentes, son rire naturel. Un jour, alors qu'ils étaient assis dehors lors d'un après-midi étonnamment doux, Andrew se pencha en arrière sur sa chaise, le regard pensif. « Tu as construit quelque chose de précieux ici, dit-il, désignant vaguement le café et la rue animée. Élever 2 garçons seuls, ce n'est pas rien. » Michel serra sa tasse un peu plus fort, haussa légèrement les épaules, la voix prudente. « On fait ce qu'on doit faire. » Andrew ne répondit pas, percevant le mur invisible qu'elle avait érigé. Il changea de sujet, racontant son expérience dans un petit hôpital rural et les bizarreries de ses patients. Michel se surprit à sourire. Malgré elle,
la tension retombant lentement de ses épaules. L'affection d'Andrew pour Michelle grandissait dans ces petits moments, lorsqu'elle bordait Oliver endormi dans un coin du café ou lorsqu'un éclat de rire, rare mais sincère, illuminait son visage. Mais il ne disait rien, conscient de la prudence dans chacun de ses gestes, de la façon dont elle évitait d'évoquer le passé. Un soir, alors qu'il rentrait du parc avec les jumeaux, Andrew murmura « Tu sais, Michelle, tu n'as pas toujours besoin de tout porter seul. » Elle s'arrêta, ses mains se crispant sur la poussette. Les réverbères projetaient une lueur douce sur son visage. Un instant, elle ne répondit pas. « Ce n'est pas une question de porter seul, dit-elle finalement, la voix stable mais distante. C'est de savoir qu'on ne peut pas lâcher. » Andrew ne répondit pas, mais son regard exprimait une compréhension silencieuse. Ils continuèrent à marcher en silence, les jumeaux babillant doucement dans la poussette. Michelle appréciait la présence d'Andrew, mais elle ne pouvait pas se permettre de s'appuyer sur lui, même si cela aurait tout simplifié. Ses blessures étaient trop profondes, sa confiance trop fragile. Pourtant, au fil des mois, elle attendait avec impatience leur conversation, ces instants de calme partagés. Andrew ne posait pas de questions indiscrètes, il n'insistait jamais. Il était là, constant et patient comme la marée. Et bien que le cœur de Michelle restât fermé, une petite partie d'elle commençait à se demander si elle devait vraiment affronter le monde seule. La ville venteuse accueillit Keith Weston avec son mélange caractéristique de bruit, d'acier et de mouvements incessants. Il descendit du train, sa mallette à la main. Le cuir usé témoignait de nombreuses années de voyages d'affaires et de négociations. Chicago ne lui était pas étrangère, mais cette fois, ses rues lui semblaient différentes. Les immeubles imposants paraissaient plus oppressants, la foule plus bruyante, en contraste saisissant avec l'isolement qu'il ressentait en lui-même. Il desserra légèrement sa cravate, vérifia l'itinéraire que Kimberly avait méticuleusement préparé. Une réunion avec des investisseurs, un dîner avec des clients potentiels, la routine habituelle. Le poids des attentes pesait sur sa poitrine, toujours aussi étouffant. Et pourtant, sous tout cela, persistait un vide lancinant, un creux que le succès tant vanté par Kimberly ne pourrait jamais combler. Plus tard dans l'après-midi, sa réunion ayant pris fin plus tôt que prévu, Keith erra dans Millennium Park. Ses chaussures cirées contrastaient étrangement avec le béton usé des allées. Les rires d'enfants résonnaient dans les espaces ouverts, mêlés aux aboiements sporadiques de chiens et au bruissement du vent dans les arbres en fleurs. C'était inhabituel pour lui de flâner, mais quelque chose dans l'énergie du parc calmait son esprit habituellement agité. Alors qu'il approchait d'un banc près de l'aire de jeu, un mouvement attira son attention. Une femme accroupie auprès de deux jeunes garçons. Ils riaient, leurs visages identiques illuminés par la joie, se disputant un camion jouet. Keith s'arrêta net, le souffle coupé. La femme tourna légèrement la tête, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Son profil était inoubliable, gravé dans sa mémoire comme une cicatrice indélébile. Michelle. 7 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle était partie. La poitrine de Keith se serra. Il observa de nouveau les garçons, analysant leurs traits. Ses battements de cœur s'accélérèrent à mesure qu'une vérité insupportable prenait forme. Leurs cheveux châtain clair, la ligne anguleuse de leurs mâchoires, même la façon dont l'un fronçait les sourcils en se concentrant. C'était comme regarder ses propres photos d'enfance. Keith se retira sur un banc un peu plus loin, s'asseyant lourdement en tentant de calmer sa respiration. Il observa la scène du coin de l'œil. Michelle riait doucement en aidant l'un des garçons à fermer sa veste, tandis que l'autre s'agrippait à son bras. Ses gestes étaient fluides, maîtrisés, ceux d'une mère profondément connectée à ses enfants. La culpabilité le rongea, brute, impitoyable. C'était lui. Il l'avait repoussée, l'avait abandonnée à un monde où elle avait dû affronter tout cela seule. Et pourtant, elle était là, résiliente, rayonnante d'une manière qu'il ne méritait pas de voir. Il se sentait comme un intrus, une ombre déplacée dans sa lumière. La curiosité le rongeait, insistante, vicieuse. Comment en était-elle arrivée là? Avait-elle pensé à lui? Et les garçons, étaient-ils vraiment les siens? Les jours suivants, Keith fut distrait. Le travail devint une suite floue de conversations tièdes et de politesses creuses.
Il retourna au parc plusieurs fois, gardant toujours ses distances. Il observa Michel de loin, ses gestes confiants, teintés d'une prudence subtile. Elle parlait doucement à ses enfants, ses mots empreints de patience et de chaleur. Un après-midi, alors que Michel emmenait les garçons vers un café voisin, Keith la suivit discrètement. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait Bean & Bee Brew. Sa peinture écaillée contrastait fortement avec les cafés clinquants que Keith avait l'habitude de fréquenter. À travers la vitre, il vit Michel derrière le comptoir, son tablier bien noué, tendant une tasse fumante à un client. Keith resta dehors, le froid s'infiltrant sous sa veste. Il ne parvenait pas à entrer. Les questions qui tourbillonnaient dans son esprit étaient trop lourdes, l'affrontement trop brutal. Il décida alors d'apprendre la vérité autrement. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Keith examina les documents obtenus par un détective privé. Les rapports étaient concis, mais révélateurs. Michel avait déménagé à Chicago peu après leur séparation, trouvant un emploi modeste tout en élevant 2 garçons, Carl et Oliver. Leurs âges correspondaient de manière troublante à la période de leurs derniers jours ensemble. Les doigts de Keith se crispèrent sur les feuilles. La vérité était indéniable, ils étaient les siens. Un poids de regret tomba sur lui. Les images de leur passé revinrent. Les rires de Michel, sa douceur, la façon dont elle le regardait avec une confiance sans faille. Il avait détruit cette confiance, et en le faisant, il avait manqué 6 années d'une vie qu'il aurait pu connaître. La photo jointe au rapport semblait le narguer. Michel entouré de Carl et Oliver, leurs sourires larges, leurs yeux brillants de cette joie que Keith n'avait plus ressentie depuis des années. Il s'adossa à sa chaise, fixant le plafond. Sa vie vide. Son mariage avec Victoria, son rôle d'héritier modèle, lui paraissait désormais dénué de sens face à cette réalité. Le lendemain matin, Keith retourna au parc. Michel était là, comme toujours, ses garçons jouant autour des balançoires. Cette fois, Keith ne resta pas dans l'ombre. Il fit un pas en avant, le cœur battant, écrasé par 7 années de culpabilité et de nostalgie. « Michel » appela-t-il doucement. Elle se retourna, son expression passant de l'incompréhension à la stupeur. Un instant, aucun mot ne fut échangé. Le monde semblait retenir son souffle. Les rires d'enfants s'effacèrent. « Keith » dit-elle enfin, d'une voix ferme mais méfiante. Et ainsi, le passé heurta le présent. Leurs vies s'entrelacèrent à nouveau d'une façon qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Michel restait figé, son regard ancré dans celui de Keith. La chaleur du parc, les rires d'enfants, les bavardages des parents s'évanouirent dans un brouillard lointain, éclipsé par le poids de sa présence. Il paraissait plus vieux, sa posture jadis fière adoucie par quelque chose de plus fragile, de brisé. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, sa voix calme mais tranchante comme une lame tenue prête. Keith hésita, les mains dans les poches de son manteau. « Je suis ici pour le travail, dit-il doucement. Je ne savais pas, je ne m'attendais pas. » Son regard glissa vers Carl et Oliver, qui les observaient curieusement depuis les balançoires. Sa voix se brisa. « Ce sont les miens, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Michel se contracta. Ses mains se placèrent instinctivement le long de ses flancs, comme pour protéger ses fils du poids de ses mots. « Ça n'a plus d'importance, » répondit-elle froidement. « Tu as fait ton choix, il y a des années. » Keith vacilla sous le choc de sa voix glacée. La culpabilité qu'il portait enfla en une douleur insoutenable. « Je ne savais pas. » « Michel, je ne savais rien d'eux. » Elle fit un pas en avant, sa voix réduite à un souffle rauque. « Tu ne savais pas, parce que tu ne t'es jamais soucié de demander. Tu m'as jeté comme si je n'étais rien, Keith. Et maintenant, après 7 ans, tu crois que tu peux simplement revenir dans ma vie comme une fleur ?» Le regard de Keith se baissa vers le sol. « Ce n'était pas comme ça, » murmura-t-il, bien que ses mots lui semblassent creux, même à lui. « Ah non ?» répliqua Michel, la voix montant d'un cran. « Parce que de là où j'étais, c'était exactement comme ça. Tu as choisi ta famille, ton héritage et ton image si précieuse, plutôt que moi, plutôt que nous. » La douleur brute dans sa voix transperça Keith plus profondément qu'il ne s'y attendait. Il peinait à trouver les mots, à expliquer ces années de silence, le regret qui le rongeait chaque jour depuis son départ. « J'ai eu tort, » dit-il enfin, la voix tremblante. « J'ai été faible, et je suis désolé. » L'expression de Michel s'adoucit un instant avant de se durcir de nouveau.
Désolé, ce n'est pas suffisant, répondit-elle d'une voix plus calme, mais tout aussi résolue. Pas après tout ce que j'ai traversé. Pas après tout ce qu'ils ont traversé. Keith jeta un nouveau regard vers les garçons. Carl murmurait quelque chose à Oliver. Leur petit visage reflétait à la perfection celui de son enfance. « Je veux juste faire partie de leur vie, dit-il. Je ne veux pas te les enlever, Michel. Je veux juste être là. » Elle laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Être là? Comme tu l'as été pour moi, comme tu l'étais quand j'étais enceinte, terrifiée et complètement seule. » Elle croisa les bras sur sa poitrine, les yeux plissés. « Tu ne peux pas débarquer maintenant et prétendre être un sauveur. » Keith fit un pas en avant, sa voix douce mais insistante. « Je ne cherche pas à tout contrôler. Je demande juste une chance. Pour eux. Pour toi. » Les lèvres de Michel se pincèrent en une ligne fine. « Il n'y a plus de nous, Keith. Plus maintenant. » J'ai tourné la page. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il se raidit. « Tu vois quelqu'un ?»« Oui, répondit-elle, le ton ferme. « Andrew, il est gentil, fiable, et lui, il n'abandonne pas les gens qu'il aime quand les choses deviennent difficiles. » La mâchoire de Keith se contracta. Le nom le piqua au vif, non pas parce qu'il connaissait Andrew, mais parce que cela confirmait que Michel avait bâti une vie sans lui, une vie dans laquelle il n'avait aucune place. « Je suis content, dit-il finalement, bien que les mots aient un goût amer dans sa bouche. Mais je veux quand même être là pour Carl et Oliver. » La posture de Michel ne fléchit pas. « Tu ne peux pas venir chambouler leur vie à cause de ta culpabilité. Ils sont heureux, Keith. Ils ont de la stabilité, de l'amour, un foyer. Qu'est-ce que tu peux leur offrir, toi? Un père qui est parti avant même leur naissance? » Sa poitrine se serra, mais il refusa de reculer. Une chance de connaître la vérité, de connaître leur père. Michel soupira, l'épuisement perçant à travers sa détermination. « Et qu'est-ce qui se passera quand tu retourneras à New York, à ta femme, à ta mère? Tu penses vraiment pouvoir être le père dont ils ont besoin alors que tu es empêtré dans la vie que tu as choisie? » Le visage de Keith pâlit, mais il ne flancha pas. « Je veux juste essayer, même si ce n'est qu'en tant qu'ami. S'il te plaît, Michel. » Elle le scruta longuement. Son cœur était en lutte. Une partie d'elle voulait fermer ce chapitre définitivement, mais une autre, plus petite, plus silencieuse, aspirait encore à une forme de clôture pour ses fils. Qu'ils puissent connaître leur père, ne serait-ce qu'en fragments. « Très bien, dit-elle enfin, la voix basse et tranchante, mais à mes conditions. Et au moindre signe que ça leur fait du mal, tu disparais. » Keith acquiesça, un souffle de soulagement le submergeant. « Merci, murmura-t-il. »« Ne me remercie pas, coupa Michel sèchement, se tournant vers ses garçons pour les rassembler. Ce n'est pas pour toi. » Keith resta immobile tandis qu'elle s'éloignait, Carl et Oliver serrant ses mains avec force. Le poids de ses choix pesait lourd sur ses épaules. Mais pour la première fois depuis des années, une étincelle d'espoir naquit en lui. Petite, fragile, mais réelle. Kimberly Warburton n'avait jamais toléré l'incertitude. L'information était sa monnaie, et elle maîtrisait depuis longtemps l'art de déterrer les secrets. La vérité au sujet de Carl et Oliver lui parvint par des murmures soigneusement orchestrés. Un informateur anonyme, issu des affaires de Keith à Chicago, confirma ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Le départ de Keith de la tradition familiale n'avait pas été sans conséquences. « 2 garçons », murmura Kimberly d'une voix froide et calculatrice en fixant le rapport dans ses mains. Les photographies prises par les enquêteurs montraient Carl et Oliver. 2 visages d'une ressemblance frappante, indéniablement liés à Keith. Ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire, à peine teinté de satisfaction, bientôt assombri par le mépris. Elle jeta le dossier sur son bureau orné et tourna les yeux vers un portrait de famille posé sur la cheminée. Le visage angélique de Hayley la fixait, encadré par le sourire fier mais fatigué de Victoria. L'expression de Kimberly sur la photo était impeccable, parfaite, une illusion qu'elle ne se souciait plus de maintenir. « Une fille », souffla-t-elle avec dédain. Son ton dégoulinait de déception. Hayley n'était qu'une pensée secondaire, un nom provisoire dans une lignée qui exigeait des héritiers forts, masculins. Carl et Oliver étaient différents. Ils représentaient l'avenir du Warburton Legacy, et Kimberly était bien décidée à les faire entrer dans le giron, que Michel le veuille ou non.
Victoria Warburton s'était habituée aux batailles silencieuses qui régnaient dans la demeure familiale. Les remarques tranchantes de Kimberly, déguisées en conseils, le silence distrait de Keith, le poids constant, étouffant des attentes. Tout cela ressemblait à une pièce sans fin, et Victoria s'était vue attribuer un rôle pour lequel elle n'avait jamais auditionné. Mais, dernièrement, le vernis commençait à craquer. Elle avait d'abord remarqué l'intérêt soudain de Kimberly pour le voyage d'affaires de Keith à Chicago. Les questions étaient subtiles mais précises. La tension entre elles changea lorsque Kimberly revint d'une réunion privée, son attitude habituellement posée remplacée par une concentration tranchante. « Qu'y a-t-il à Chicago, Kimberly ?» demanda Victoria un soir d'un ton faussement désinvolte, alors qu'elles étaient assises dans le salon. Le sourire de Kimberly était crispé, évasif. « Une opportunité, répondit-elle. Pour Keith, pour la famille, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. » L'inquiétude de Victoria grandit au fil des semaines. Le mépris de Kimberly pour Hayley devenait plus prononcé, ses remarques plus acerbes. Peut-être qu'elle serait plus disciplinée, avait-elle glissé, après que Hayley eut renversé son jus. Une autre fois, « Est-ce dommage qu'elle ne soit pas un garçon. Les Warburton ont besoin de stabilité. » Les implications faisaient mal, mais la frustration de Victoria se transforma peu à peu en résolution. Hayley n'était pas un pion de Kimberly, et ni elle ni sa fille ne seraient façonnées selon un modèle qui n'était pas le leur. L'avion atterrit à Chicago, et Kimberly entra dans la ville avec un but bien défini. La limousine s'arrêta devant l'appartement modeste de Michel, un contraste frappant avec la splendeur du domaine Warburton. Kimberly en descendit, son manteau taillé sur mesure impeccable, l'expression aussi glaciale que l'air de janvier. Michel l'observait depuis la fenêtre, une sensation de présage pesant sur sa poitrine. Andrew se tenait derrière elle, sa main posée sur son épaule. « Tu veux que je reste ?» demanda-t-il d'une voix calme. Michel hocha la tête, le regard déterminé. « Oui. » Le coup frappé par Kimberly était net, précis. Michel ouvrit la porte pour croiser le regard perçant de son ancienne belle-mère. « Michel, » dit Kimberly d'un ton lisse, presque cordial, « il faut que nous parlions. » Andrew s'avança d'un pas, sa présence discrète mais solide. Les yeux de Kimberly glissèrent brièvement sur lui, le reléguant d'un regard au rang de simple meuble. « Je vois que tu as refait ta vie, » dit-elle, la voix teintée d'une politesse moqueuse. Michel ignora l'invitation. « Que veux-tu, Kimberly ?» Sans attendre qu'on l'invite à entrer, Kimberly franchit le seuil, son regard inspectant chaque recoin. L'espace modeste, chargé d'un mépris à peine voilé. « Carl et Oliver, dit-elle sèchement, appartiennent à la famille de leur père. » Le souffle de Michel se coupa, mais elle refusa de laisser Kimberly voir la moindre faille. « Ils m'appartiennent, répondit-elle fermement. Ils ont toujours été à moi. » Kimberly haussa un sourcil, son expression presque amusée. « Et tu t'en es admirablement sorti, étant donné tes circonstances. Mais soyons réalistes, Michel, le nom des Warburton leur offre des opportunités dont tu ne pourrais même pas rêver. » Michel s'approcha, sa voix basse et farouche. « Ce n'est pas à toi de décider ce qui est le mieux pour eux. Tu ne te souciais pas d'eux quand j'étais enceinte, et tu ne t'en soucies pas maintenant. Tu ne penses qu'à ce qu'ils peuvent t'apporter. » Le sourire de Kimberly se fit mince, ses yeux brillants d'un calcul glacial. « Ne sois pas naïve. Tu crois que ta petite vie ici leur suffira? Que se passera-t-il lorsqu'ils commenceront à poser des questions? Lorsqu'ils réaliseront ce qu'ils ont manqué? Ils ne manquent de rien, intervint Andrew d'une voix calme mais ferme. Ils ont une mère qui les aime et une vie remplie de stabilité. C'est bien plus que ce que n'importe quel titre ou nom pourrait leur offrir. » Le regard de Kimberly se tourna vers lui, son mépris s'aiguisant. « Et qui es-tu pour te mêler des affaires de famille? Je suis quelqu'un qui tient à eux, » répondit Andrew posément. « Quelqu'un qui ne te laissera pas écraser Michel ni ses fils. » Le masque de Kimberly se fissura un instant, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Elle se tourna de nouveau vers Michel, sa voix plus glaciale que jamais. « Ce n'est pas terminé. Tu ne peux pas les empêcher de réclamer leur héritage. » Le cœur de Michel battait à tout rompre, mais sa détermination ne vacilla pas. « Regarde-moi faire. » Le départ de Kimberly fut aussi brusque que son arrivée, la porte se refermant derrière elle dans un claquement sec. Michel expira tremblante, s'appuyant contre la présence solide d'Andrew. «
Elle ne s'arrêtera pas, murmura-t-elle, la voix tremblante. Non, acquiesça Andrew, sa main chaude dans son dos. Mais nous non plus. Le manoir Warburton se dressait dans sa grandeur oppressante habituelle lorsque Keith franchit la porte d'entrée. Le poids de son retour à New York pesait lourdement sur ses épaules. Il avait à peine posé sa mallette que Victoria apparut dans le couloir, les bras croisés, le regard acéré. Kimberly est allée à Chicago, n'est-ce pas? La voix de Victoria était calme, mais une dureté perçait sous la surface. Keith se figea, la mâchoire crispée. « Qui te l'a dit ?» « Hailey l'a entendu au téléphone, » répondit Victoria en s'approchant. « Kimberly n'a pas été très discrète quant à ses projets pour assurer l'avenir de la famille. Je sais qu'elle est allée voir Michel et tes fils. » Keith grimaça à ces mots, les poings serrés. « Victoria, Tu savais, l'interrompit Victoria d'un ton plus froid. Tu savais pour eux. Pour elle. Et tu n'as pas jugé bon de me le dire. » Keith poussa un soupir, passant une main dans ses cheveux. L'épuisement marqué sur son visage le faisait paraître plus âgé. « Je ne savais pas, jusqu'à ce que j'aille à Chicago, » avoua-t-il à voix basse. « J'ai vu Michel, j'ai vu Carl et Oliver. Je sais qu'ils sont à moi. » Victoria cligna des yeux, son sang-froid vacillant. « Et tu as gardé ça pour toi? Pour nous le cacher à tous? Je ne savais pas comment te le dire. » dit Keith, la voix brisée. Mais je ne pouvais pas arrêter Kimberly. Elle ne pense qu'au nom des Warburton, pas à ce qui est bon pour eux. Victoria le fixa longuement avant de parler, sa voix plus douce, mais tout aussi ferme. « Tu ferais mieux de réfléchir à ce qui est bon pour toi, Keith, avant qu'il ne soit trop tard. » L'atmosphère au manoir Warburton était tendue, chargée de non-dits et de rancœurs grandissantes. Victoria était assise dans le salon, Hailey jouant calmement au sol. Le bruit des pas de Keith dans le couloir la fit se raidir. Elle avait assez attendu. « Keith » appela-t-elle, sa voix calme mais résolue. Il hésita sur le seuil, puis entra, le regard méfiant. « Qu'est-ce qu'il y a, Victoria ?» Elle se leva, croisant les bras. « Il faut qu'on parle de Chicago, de Kimberly, de tout. » Keith soupira, le poids des dernières semaines pesant sur lui. « Victoria, je t'ai déjà dit. » « Non, coupa-t-elle d'un ton tranchant. « Tu ne m'as rien dit. Tu as évité la vérité jusqu'à ce qu'elle soit impossible à cacher. Les actions de Kimberly, les garçons, Michel, tout ça. Et tu as laissé faire. » Keith baissa les épaules sans chercher à se défendre. « Je ne savais pas comment gérer ça, admit-il. » La voix de Victoria se brisa sous la colère. « Bien sûr que non. Parce que tu as passé ta vie entière à laisser Kimberly dicter chacun de tes gestes. Et maintenant, elle nous entraîne, Hailey et moi, dans sa chute. » Keith blêmit, sa culpabilité visible. « Ce n'est pas juste. »« Ah non, s'emporta Victoria, la voix montant. « Tu savais ce que Kimberly préparait, et tu n'as rien fait pour l'arrêter. Hailey n'est qu'un pion pour elle, et tu l'as permis. Et maintenant, tu t'attends à ce que je reste et que je fasse semblant que tout va bien ?» Keith ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. La vérité des accusations pesait trop lourd. Victoria prit une profonde inspiration, sa voix s'adoucissant sans perdre de sa détermination. « Je m'en vais, Keith. J'emmène Hailey, et on recommence ailleurs, un endroit où Kimberly ne pourra pas nous contrôler, où toi non plus, tu ne la laisseras pas faire. » Le cœur de Keith se serra. « Victoria, je t'en prie, ne fais pas ça. » Elle secoua la tête, les yeux brillants de larmes retenues. « Tu ne m'as pas laissé le choix. J'ai essayé d'être patiente, de protéger Hailey de cette famille toxique. Mais je ne la laisserai pas grandir en pensant qu'elle ne vaut rien, juste parce qu'elle n'est pas ce que Kimberly voulait. » Keith fit un pas vers elle, la voix suppliante. « Victoria, je peux changer. Je vais parler à Kimberly. C'est trop tard, Keith, dit-elle fermement. Je ne peux plus continuer à attendre que tu nous mettes, Hailey et moi, avant elle. Hailey mérite mieux. Moi aussi. » Le lendemain matin, Victoria fit ses valises en silence, chacun de ses gestes mesurés et prudents. Hailey était assise sur le lit, serrant un petit ours en peluche, ses grands yeux mêlant confusion et tristesse. « On part à l'aventure, maman ?» demanda-t-elle doucement. Victoria s'agenouilla à côté d'elle, repoussant une boucle de son visage. « Oui, ma chérie. Une grande aventure, juste toi et moi. » Hailey esquissa un faible sourire, l'innocence de son expression brisant le cœur de Victoria. Elle la serra fort dans ses bras, murmurant une promesse silencieuse, offrir à sa fille une vie loin de l'emprise étouffante du nom Warburton.
Keith se tenait dans le vestibule lorsque Victoria descendit le grand escalier, leur valise à la main. Il la regarda les yeux suppliants, mais ne dit rien. Il savait qu'il n'en avait plus le droit. « Au revoir, Keith », dit-elle doucement, sans animosité, mais avec une finale irrévocable. Il la regarda s'éloigner, la main de Hayley dans la sienne. Le bruit du moteur démarrant puis s'éloignant fut la seule chose qui rompit le silence. Le coup frappé à la porte de l'appartement de Michel fut sec et déterminé. Andrew fronça les sourcils, jetant un regard à Michel qui s'était figé, la main serrée autour d'un torchon. Elle n'avait pas besoin de demander qui c'était. « Je vais ouvrir », dit Andrew en s'avançant. « Non », murmura Michel, sa voix stable malgré le tremblement dans sa poitrine. « Je vais m'en occuper. » Kimberly Warburton se tenait sur le seuil, son manteau impeccable, son expression aussi glaciale que l'hiver à Chicago. « Michel », dit-elle d'un ton suave, teinté d'une politesse feinte. « Puis-je entrer ?» Michel sortit, refermant la porte derrière elle pour protéger Carl et Oliver de la présence de Kimberly. « Nous n'avons rien à nous dire », déclara Michel fermement, les bras croisés. « Oh, mais si », répondit Kimberly, son regard acéré et scrutateur. « Ces garçons sont des Warburton. Ils méritent les opportunités que leur famille peut leur offrir. » Les yeux de Michel se plissèrent, sa voix montant. « Ils méritent une vie où ils sont aimés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils représentent aux yeux de quelqu'un comme toi. » Kimberly pencha la tête, son expression presque amusée. « Tu crois vraiment que cette petite vie que tu as construite leur suffira? Avec ton compagnon ?» Son regard glissa dédaigneusement vers la porte close. Il joue le rôle du père. « Ne sois pas naïve. » Michel s'approcha, sa voix basse et farouche. « Tu n'as pas ton mot à dire sur ce qui est suffisant pour mes enfants. Tu ne peux pas venir ici et prétendre que tu te soucies d'eux. Ce ne sont pas des pions dans tes jeux de pouvoir, Kimberly. Ce sont mes fils. Et ils restent avec moi. » La porte s'ouvrit derrière elle et Andrew apparut, sa présence calme et assurée. « Elle a été claire, » dit Andrew, sa voix ferme. « Vous devriez partir. » Le masque de Kimberly se fendilla, ses lèvres se pincèrent. « Tu le regretteras, » siffla-t-elle, son arrogance glaciale vacillant. « Ça suffit. » La voix venait de derrière elle et Kimberly se raidit. Keith se tenait au bas des marches de l'immeuble, le visage pâle mais déterminé. Il était revenu en urgence après avoir appris que sa mère était venue déranger Michel. « Maman, laisse tomber. » Kimberly se retourna brusquement, incrédule. « Keith, il s'agit de la famille. » « Non, » coupa Keith, sa voix plus ferme que Michel ne l'avait jamais entendue. « Il s'agit de toi, de ton obsession pour le contrôle. Laisse-les partir. » Kimberly ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois, elle vit la résolution dans les yeux de son fils, et cela la déstabilisa. D'un dernier regard plein de fiel, elle se détourna et s'éloigna à grands pas, ses talons claquant sur le trottoir. Lorsqu'elle fut partie, la tension entre Michel et Keith était palpable. Andrew s'écarta discrètement, leur laissant de l'intimité. « Merci », dit Michel après un moment, sa voix prudente. Keith acquiesça, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau. « Je ne suis pas venu pour me disputer, Michel. Je voulais juste m'assurer qu'elle ne vous ferait pas de mal. Ni à toi, ni aux garçons. » Michel croisa les bras, la mâchoire tendue. « Pourquoi maintenant, Keith? Pourquoi pas il y a 7 ans ?» Keith baissa les épaules. « Parce que j'étais un lâche. Parce que je l'ai laissé dicter ma vie, et je t'ai laissé en payer le prix. » Il releva les yeux, le regard adouci. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, Michel, mais je ne veux pas en commettre une de plus. » La voix de Michel tremblait d'émotion. « Que veux-tu, Keith? Je veux que tu sois heureuse, » répondit-il simplement. « Avec Andrew, avec les garçons,